Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je ne pense pas me tromper si je dis que pour les kinésithérapeutes, c'est la première fois qu'il y a un échange direct avec leur ministre. Ce format inédit qui va permettre à tous les kinésithérapeutes de vous poser directement, et à moi aussi d'ailleurs, les questions qui les taraudent est une chance pour la profession et une marque de la considération que vous leur portez. 100 000 kinésithérapeutes, ce n'est pas rien, et dans un premier temps, j'ai envie de m'adresser à mes confrères et consoeurs. Je souhaite vous remercier de vous consacrer chaque jour à plusieurs millions de Français qui ont besoin de vos soins pour aller mieux ou pour aller bien. Pendant la crise, dès son début, malgré les difficultés, l'incertitude, vous étiez là. À l'hôpital, dans les services, en réanimation, vous étiez là. Vous avez suivi nos patients les plus fragiles à leur domicile. Vous avez tenté, malgré les freins, de poursuivre les soins en EHPAD. Et vous avez su m'alerter quand on vous en refusait l'entrée. Dès que cela a été possible, vous avez pratiqué le télésoin, vous avez testé, vous avez également demandé largement à vacciner, et cela nous a été accordé. Je vous remercie d'ailleurs, Monsieur le Ministre, parce que je sais que vous avez appuyé fortement cette demande. Mais vous m'avez alerté à de nombreuses reprises, d'abord lors du grand débat national, puis ici en m'envoyant massivement vos questions, qui sont le reflet de vos inquiétudes et même de vos angoisses. Je les ai toutes lues et transmises ici. Monsieur le ministre, j'ai beaucoup à vous dire. Je dois vous remercier pour votre écoute et votre disponibilité au cœur de la crise pour répondre à mes appels, mes interpellations, mes questionnements. C'est une première, je dois l'admettre. Jamais au cours des fonctions nationales que j'exerce depuis plus de 10 ans maintenant, je n'ai pu avoir une relation aussi directe avec un ministre et son administration. Pour cela, soyez-en remerciés. Ensuite, je dois vous remercier pour les avancées cruciales pour la profession après des années d'immobilisme. Comment a-t-on pu abandonner comme cela votre profession, m'avez-vous dit? Enfin, nous voyons sous votre impulsion notre profession évoluer. Il y a eu depuis peu la mise en place de la section du CNU de sciences de la rééducation, même s'il manque encore la concrétisation du grade master, fortement demandé par la profession, mais je ne désespère pas. Monsieur le ministre, il y a des années que j'alerte vos prédécesseurs sur la crise inouïe que traverse l'exercice salarié et que je dis régulièrement en kinésithérapie, le premier désert, c'est l'hôpital public. Vous avez su entendre mes arguments. Il y a en effet un effort considérable consenti pour les rémunérations de mes confrères salariés, mais il y a encore 3 000 équivalents temps plein budgétés non pourvus à l'hôpital, ce qui constitue une perte de chance pour les patients. Maintenant, venons-en aux questions de mes confrères. 43% concernent la rémunération. Il est de ma responsabilité de vous alerter. La profession se paupérise et les tarifs actuels ne permettent pas de répondre aux demandes de soins indispensables. La faible rémunération de certains actes ne permet tout simplement pas d'assurer l'équilibre économique d'un cabinet, privant ainsi les patients de soins. L'autre demande forte qui émane des questions est une demande de reconnaissance, d'autonomie et de considération. C'est ainsi qu'une grande partie des questions concernent l'accès direct à la kinésithérapie. Monsieur le ministre, je suis convaincue que notre système doit évoluer, malgré les divers corporatismes et immobilismes. La vitesse à laquelle évolue notre société, notre monde, ne peut accepter des schémas d'organisation d'un autre temps, d'un autre siècle. Ce schéma, d'ailleurs, ne correspond plus à ce qui se fait en Europe et dans la majeure partie des pays développés. À l'heure où de très nombreux Français peinent à trouver un médecin traitant, il existe la possibilité de s'appuyer sur d'autres professionnels. Vous l'avez déjà proposé en vous appuyant plus sur les infirmiers, les pharmaciens, les sages-femmes. Faites confiance aux kinésithérapeutes. Monsieur le ministre, 100 000 kinésithérapeutes, c'est suffisant. Là où certains voient des dépenses, je vois moi un investissement pour la santé de nos concitoyens. Je vois un maintien facilité à domicile. Je vois un retour plus rapide au travail après un accident de la vie, un trouble musculo-squelettique. Je vois un maintien de l'autonomie. Alors évidemment, cela coûte de l'argent, mais cela en fait gagner. De nombreuses études économiques menées dans d'autres pays en attestent. J'ai la conviction que la kinésithérapie peut améliorer la santé de nos concitoyens en se recentrant sur son cœur de métier, le soin par le mouvement. Sa création et son organisation sont en grande partie liées à la rééducation des blessés de guerre. Elle a toujours su répondre depuis lors aux grands enjeux de santé publique. À l'heure où l'on parle de sédentarité, à l'heure où l'on parle de nécessité de promouvoir l'activité physique, eh bien, il semble qu'il est temps de redécouvrir les bienfaits de la kinésithérapie, notamment dans le cadre de la prévention. J'ai envie de vous inviter, Monsieur le ministre, à conclure un pacte avec les kinésithérapeutes
en intégrant un nouveau positionnement de notre profession dans l'organisation générale de la santé, avec de nouveaux droits certainement, mais qui seront surtout autant de nouveaux devoirs envers les patients. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Pascale Mathieu. Bonne fête d'ailleurs, je crois que c'est la Sainte Pascale aujourd'hui. Oui, je vous merci. félicite surtout, c'est plus important, pour votre réélection à la tête du Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes et je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui parmi vous sont connectés, plusieurs milliers, ça c'est sûr. Nous verrons demain combien vous êtes aujourd'hui sur les 100 000 masseurs kinésithérapeutes que vous m'avez permis d'inviter ce soir pour un échange. Je le dis d'emblée qui sera à la fois direct et ramassé, puisque 3/4 d'heure seront consacrés à cet échange, avec une partie, un discours, sinon je ne serais pas à ma place si je ne faisais pas un discours, et surtout des échanges de questions-réponses auxquels j'essaierai de répondre, et si jamais je cale, vous prendrez le relais, Madame la Présidente. Avec plaisir. Bien, donc je suis très heureux d'avoir cet échange avec vous, mesdames et messieurs, chers kinés. Un format que j'ai traîné avec des médecins, il y en a eu 20 000 connectés, les infirmiers 40 000, les pharmaciens, il y en a eu pas loin de 20 000 je crois qui étaient connectés. Je trouve que c'est intéressant parce que dans cette période où on est obligé de se parler à distance, ben finalement parfois on arrive à se parler plus directement et au plus grand nombre. C'est une crise évidemment qui est hors norme, un moment historique que connaît notre pays. Et Madame la Présidente, vous avez rappelé, vous avez eu raison de le faire, que les kinés n'ont pas failli tout le temps, tout au long de cette crise, que ce soit en ville ou à l'hôpital, et qu'ils ont toujours été extrêmement investis. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas terminé. D'abord parce que l'épidémie en elle-même n'est pas terminée, mais aussi parce qu'une autre vague potentielle guette notre pays comme d'autres, c'est la vague des séquelles du Covid, ce qu'on appelle le Covid long, avec des symptômes persistants. Et pour m'être rendu, y compris avec le président de la République dans des établissements de santé, la place du masseur kinésithérapeute dans la prise en charge pluridisciplinaire des patients qui gardent des séquelles et qui sont nombreux, cette place est absolument fondamentale. Et je veillerai à ce que, sur tout le territoire, des réseaux de soins adaptés puissent continuer de se développer pour répondre aux demandes des patients. Il y a beaucoup de défis que vous avez su relever, au-delà même de la crise sanitaire. Je pense en premier lieu à l'exercice coordonné. Les kinés ont toute leur place dans l'exercice coordonné, on en reparlera ce soir. Et ce n'était pas un pari si audacieux que cela que nous avons fait, puisque d'ores et déjà, près de 3/4 des maisons de santé pluriprofessionnelles de ce pays, des 3/4 des MSP, comptent au moins un kinésithérapeute. Je crois beaucoup à cette évolution de notre système de santé, avec l'apparition des structures d'exercice coordonnées, plus récemment des CPTS. Partout où je vois des CPTS, il y a évidemment des kinés, pour accorder nos violons, pour jouer collectif, pour fluidifier les prises en charge proposées aux patients. L'exercice coordonné, ça n'est pas juste beau sur le papier, c'est beau et c'est surtout efficace dans la vraie vie. Et la crise sanitaire nous l'a démontré avec la continuité des soins qui a pu être renforcée par l'existence de ces CPTS notamment. Par ailleurs, tous les soignants que j'ai rencontrés dans ces structures me disent la même chose, ils sont heureux de leur travail, ils se retrouvent beaucoup dans ce qu'ils font en commun, et être heureux dans son travail, je ne sais pas si c'est révolutionnaire, mais en tout cas, ça me paraît indispensable. Je le disais, vous avez été très mobilisés pour assurer le déploiement de notre stratégie tester, alerter, protéger sur l'ensemble du territoire comme professionnels de premier recours. Et vous avez pu être au plus près des besoins des patients, de nos concitoyens pendant toute cette période. Très récemment, vous l'avez dit, j'ai ouvert la possibilité aux masseurs kinésithérapeutes de participer à la campagne vaccinale en centre de vaccination. Cette stratégie d'ouverture à votre profession de santé s'inscrit pleinement dans la dynamique du gouvernement. Et si vous êtes attentif, je n'en fais pas un signe de défi, loin s'en faut, vous verrez que j'ai signé le décret autorisant les masseurs kinésithérapeutes sans l'avis, ce qui est assez rare pour le souligner, de la haute autorité de santé, considérant qu'un kiné, quand même, il sait ce que c'est que l'asepsie, et faire une injection intramusculaire, c'est clairement à sa portée. Donc, c'est chose faite, et j'aurais même dû le faire plus tôt. En tout cas, j'en suis très content. Reste maintenant à élaborer et établir les tarifs. Je crois que ce sera environ 40 € de l'heure pour un kiné libéral en centre de vaccination. On a souhaité en faire évidemment un levier attractif parce qu'on aura besoin de toutes les ressources, de toutes les mains, de toutes les bonnes volontés pour continuer à vacciner. Vous connaissez notre objectif, 30 millions de Français primo-vaccinés au 15 juin, après les 20 millions que nous avons atteints au 15 mai. Quand je vous parle de décloisonnement, c'est un décloisonnement en acte, certes dans la tempête, mais c'est aussi un décloisonnement des pratiques, et je le veux aussi par temps calme,
parce que notre système de santé a trop longtemps souffert de ces cloisonnements, de ces petites guerres de chapelle, de ces guerres de périmètre pour savoir qui fait quoi et surtout qui ne fait pas quoi. Plusieurs débats autour des masseurs kinésithérapeutes ont émergé dans le cadre de l'examen de la proposition de loi de Stéphanie Rist, députée de la majorité. C'est une loi qui a été promulguée et vous pouvez désormais notamment renouveler une prescription médicale d'actes de rééducation dans la limite d'1 an, conformément à vos référentiels de bonne pratique. C'est une avancée qui était attendue. Je mentirais si je disais que vous ne m'avez pas appelé quelques fois et envoyé quelques SMS, mais vous avez eu raison, parce qu'en fin de compte, vous avez gagné, et c'était un combat qui était légitime. Et je sais que les soins qui seront dispensés seront toujours pertinents, opportuns, et garantiront une prise en charge de qualité pour les patients. Par ailleurs, cette loi vous a aussi ouvert la possibilité de prescrire des produits de santé dans une liste définie par arrêté. Nous ouvrirons très prochainement les négociations sur cet arrêté de manière concertée, collégiale et pluriprofessionnelle. Et par exemple, il me paraît assez naturel et même évident qu'un masseur kinésithérapeute puisse prescrire un antalgique ou un myorelaxant dans le cadre de sa pratique professionnelle ou encore dans le cadre de l'exercice pluriprofessionnel de prescrire des actes de radio pour de la petite traumato que vous savez gérer au moins aussi bien que quiconque. J'en viens au sujet très attendu, je le sais, de la possibilité d'ouvrir un accès direct aux masseurs kinésithérapeutes. Vous voyez, c'est moi qui aborde les sujets dans le dur, n'attends pas. Comme je m'y suis engagé au Parlement, et ça figure dans la loi aujourd'hui, le gouvernement devra remettre dans un délai maximal de 6 mois un rapport sur l'opportunité ou non d'ouvrir cet accès direct aux masseurs kinésithérapeutes et, le cas échéant, ses modalités de mise en œuvre. Je veux vous dire que ma volonté, c'est que ce sujet soit considéré de la manière la plus sereine possible et que chacun puisse se forger une intime conviction, mais sachez que pour l'heure, je ne suis pas hostile, par principe, à cette éventualité, et j'ai envie de dire au contraire même. Donc j'ai plutôt demandé que la mission me démontre les raisons qui m'empêcheraient d'ouvrir l'accès direct, plutôt que l'inverse. Maintenant, on verra ce que dira la mission et nous aurons l'occasion d'en discuter, ainsi qu'avec les syndicats représentatifs de votre profession, le moment venu. Je ne peux pas ne pas évoquer l'enjeu majeur des compétences professionnelles et de leur périmètre. Beaucoup de débats ont émergé au Parlement sur la spécialisation, sur les pratiques avancées de certaines professions paramédicales, dont les masseurs kinésithérapeutes. De la même manière, je me suis engagé à lancer une mission de l'inspection générale de l'IGAS dans les prochains jours sur l'évolution des protocoles de coopération, sur l'accès aux pratiques avancées pour les auxiliaires médicaux et l'opportunité d'une profession intermédiaire dont j'avais souhaité l'émergence à l'occasion du Ségur et que je continue de défendre parce qu'elle répondrait à bien des besoins en secteur hospitalier. Vous le voyez, je ne suis pas fermé aux évolutions, alors bien au contraire, je les appelle même plutôt de mes vœux, dès lors qu'elles vont dans le bon sens d'un meilleur accès à une santé de qualité. Je ne prétends pas renverser la table, simplement faire bouger les lignes, bousculer certains conservatismes au bénéfice des patients. Je sais que vous y êtes prêts, je pense en particulier aux jeunes kinés qui aspirent à davantage d'articulation avec les autres professions. Autrement dit, je sens chez les plus jeunes d'entre vous une vraie envie de faire tomber les murs. Tu es médecin, tu es infirmière, je suis masseur kinésithérapeute, nous pouvons vivre ensemble. J'en arrive donc sans transition au sujet primordial de la formation des masseurs kinésithérapeutes. Nous sommes engagés depuis 2013 maintenant, j'étais rapporteur d'ailleurs à l'époque comme parlementaire, dans les travaux de réingénierie de votre cursus, qui s'est finalisé avec la mise en place d'une formation de 4 ans consécutive à une première année universitaire. Si je compte 4 plus 1, ça fait 5 ans. 5 ans de formation dans l'ensemble des instituts de France. Et si on veut être cohérent, 5 ans, c'est un master. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer la reconnaissance, enfin, du grade master pour les étudiants qui seront diplômés dans quelques semaines et qui pourront donc fêter cela comme il se doit et pourquoi pas en terrasse si le soleil est au rendez-vous, Madame la Présidente. Merci. En effet, la promotion 2017-2021 sera la première à accéder à cette reconnaissance institutionnelle légitime. La reconnaissance du diplôme, c'est bien, il ne faut pas la négliger, mais il y a aussi ce qui va avec, c'est-à-dire la reconnaissance en monnaie sonnante et trébuchante. Je l'ai annoncé le 12 avril dernier, les masseurs kinésithérapeutes salariés de la fonction publique hospitalière bénéficieront de la revalorisation des grilles de rémunération des personnels soignants médico-techniques et de rééducation prévues dans le cadre des accords du Ségur de la santé. Je vais vous donner 3 exemples. Si je prends l'exemple d'un jeune masseur kinésithérapeute, il débutera sa carrière au mois d'octobre 2021. Au bout d'1 an de carrière, il touchera 300 € de plus net
par mois qu'avant le Ségur. Au bout de 20 ans de carrière, il touchera 550 € net de plus par mois. Et en fin de carrière, au total, il percevra 3 550 € net par mois. Pas de plus, évidemment, au total. Ça veut dire une augmentation très conséquente. On passe d'une profession qui terminait à l'hôpital à moins de 3 000 € et qui finira au-dessus de 3 500 €. Vous pouvez regarder, c'est la plus forte augmentation salariale jamais acquise par les masseurs kinésithérapeutes depuis qu'on a des archives dans ce ministère, c'est-à-dire depuis très très longtemps, le ministère ayant 100 ans. Voilà une reconnaissance concrète qui ne se paye pas de mots. Et puis, je nommais pas la question de la ville, et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le directeur général de l'assurance maladie. Les élections professionnelles ont eu lieu, elles sont derrière nous. Maintenant, place à la négociation conventionnelle. Une lettre de cadrage partira pour l'ensemble des professions en secteur libéral. Il se trouve que, là je sors 2 secondes de mon rôle de ministre, mais il se trouve que j'ai autour de moi beaucoup de kinés. Alors j'ai fait médecine, je suis neurologue, et j'ai plein de copains et copines kinés, et qui me parlent depuis des années, bien avant que je sois ministre d'ailleurs, de certains actes qui sont des actes particulièrement innovants, qui peuvent être des actes lourds, qui prennent du temps. Je pense au drainage lymphatique après un cancer, je pense à des thérapies très particulières. Moi, je suis très ouvert à ce qu'on puisse discuter de la réévaluation des pratiques, des actes et donc des tarifs qui vont avec. Ça me semble important, évidemment, dans le cadre de l'enveloppe qui nous est accordée, Madame la Présidente. Mais voilà, et ça, ce sera le rôle des syndicats. Et je sais qu'ils sont très motivés et très mobilisés à vos côtés pour vous représenter. Voilà, j'en ai terminé avec l'introduction. Maintenant, c'est l'exercice des questions-réponses. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Madame la Présidente. Je vous propose de débuter en répondant aux questions que les masseurs kinés nous ont fait remonter via le Conseil national de l'Ordre des masseurs. La première question vous est posée par Madame Califé, masseur kiné à Poitiers. Comment voyez-vous dans le futur les nouvelles compétences et responsabilités des kinésithérapeutes? Alors, j'ai un peu répondu à cette question qui est importante tout à l'heure en parlant de la mission d'abord sur l'évolution des métiers. En parlant également de la question de l'accès direct, que je veux pouvoir aborder sans aucun tabou. J'ai parlé de la coopération interprofessionnelle, le rôle du masseur kinésithérapeute demain. Alors, il ne va pas changer de métier, ça c'est clair, parce qu'il est attaché à son métier et on en a besoin. Par contre, considérer les compétences pour ce qu'elles sont, et je pense que les compétences sont plus importantes que les actes qui sont aujourd'hui à sa portée. Et donc, reconnaître les compétences, c'est reconnaître des compétences nouvelles au kiné, tout simplement. Et c'est évidemment les valoriser pour telles. Donc, nous avons parlé tout à l'heure de la prescription de certains médicaments, prescrire des antalgiques, des myorelaxants, dans un cadre coordonné, prescrire des actes de radio, être capable de renouveler ces actes, enfin, trouver une autonomie plus importante dans le système de santé et comme offreur de soins. Et à chaque fois qu'il faudra la faire évoluer, être capable de se poser la question et d'y aller tout simplement. Monsieur Gauvin, fini à connaître, vous interroge sur l'exercice coordonné. Monsieur le ministre, comment envisager l'intégration des kinés dans des structures comme les MSP? Y a-t-on notre place quand on sait que nous sommes les praticiens qui avons le plus de frais liés au loyer nécessaire, par exemple, à la surface de notre exercice, et les plus bas honoraires? L'équation est délicate à résoudre et le risque est soit une baisse de la qualité des soins, soit une désertification des MSP par notre profession. Alors, en pratique, j'ai parlé tout à l'heure du succès des maisons de santé, des MSP, avec 72% d'entre elles qui comportent déjà un ou plusieurs kinés. J'ai parlé aussi de l'exercice coordonné dans le cadre des CPTS, qui lui n'a pas de coût en propre. Je comprends bien la problématique que peut rencontrer un kiné qui devrait s'installer, déménager et s'implanter dans une MSP. Alors, j'ai envie de vous répondre que d'abord, il y a beaucoup de subventions qui peuvent exister de la part des collectivités qui ont envie d'avoir des kinés qui travaillent en lien avec les infirmiers, les médecins, etc., surtout dans les zones les moins dotées. Et il existe aussi des MSP hors les murs. C'est-à-dire qu'on peut être kiné d'une MSP tout en gardant son cabinet actuel, mais se coordonner dans l'exercice en pratique au quotidien avec l'équipe médicale et paramédicale d'une MSP en propre. Donc vous n'êtes pas obligé de déménager pour travailler dans le cadre de cet exercice coordonné. Monsieur Fradet, à Orléans, vous interroge sur les indemnités de stage des étudiants en kinésithérapie suite à la revalorisation des indemnités prévues par l'arrêté du 16 décembre 2020 et leur application. Comment s'assurer que cet arrêté est bien appliqué et que les étudiants sont payés mensuellement comme vous vous y étiez engagé? Oui, il y a des accords du Ségur le 16 juillet 2020, avec un accord qui a été signé par
tous les corps, tous les syndicats représentatifs majoritaires dans toutes les branches. Et il y a eu également des propositions qui ont été faites pour revaloriser les indemnités de stage. Et à partir du 1er janvier 2021, donc c'est le cas, qui sont alignées sur le montant le plus haut de l'année de cursus et revalorisées à hauteur de 20%. Alors, je sais que les indemnités de stage des jeunes kinés en formation ne sont pas énormes, mais une hausse de 20% et un alignement sur le critère le plus haut, ça compte quand même. Les circulaires est sorti, ces dépenses-là sont couvertes par l'État et l'arrêté précise que les frais de déplacement en stage et le versement des indemnités de stage sont effectués à l'issue de chaque fin de mois de stage et au plus tard dans le mois suivant la réalisation du stage. Donc il ne saurait y avoir de délai, je dirais, pris localement par rapport à ce qui est écrit dans la circulaire. Si tel était le cas, les étudiants en question doivent se rapprocher de leur IRS, dont leur IFMK relève, pour pouvoir corriger cette anomalie. Monsieur Aignon de Colomiers vous interroge sur la tarification des actes. Cela fait environ 10 ans que la lettre clé des actes de kiné n'a pas été revalorisée. Entre-temps, le coût de la vie n'a cessé d'augmenter et nos contraintes administratives, numerus clausus, de conventionnement, augmentent. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner quelques perspectives sur la revalorisation de ces actes? J'ai parlé tout à l'heure de la négociation conventionnelle à venir. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Je crois beaucoup plus à une revalorisation d'actes qui sont des actes plus nouveaux, qui sont des actes qui sont plus longs, qui sont très très mal cotés chez les kinés. Enfin, vraiment, les actes qui sont vraiment pas cotés. Pour les faire, il faut être très très motivé. Sacerdoce. C'est pas moi qui devrais dire ça, mais je le dis quand même. Et donc, je souhaite que la négociation permette de réorienter ou de majorer un certain nombre d'actes et plutôt le faire de façon plus fine qu'une revalorisation globale d'une lettre clé qui ne permettrait pas d'entériner des changements de pratiques qui sont réels sur le territoire. Monsieur Lévitre à Toulouse vous interroge sur le zonage. Outre le fait qu'il met en cause la liberté d'installation et entrave la mobilité personnelle, le zonage actuel ne tient pas cette promesse. Est-il prévu de revoir ces indicateurs, monsieur le ministre? C'est l'avenant 5, je ne voulais pas vous dire de bêtises, donc je regardais mes notes. C'est le dispositif démographique, incitation en zone sous-dense et régulation en zone surdotée. C'est l'avenant 5 qui vise principalement une meilleure répartition des professionnels. On peut revoir certains éléments de la méthode. Par exemple, je pense au bornage de l'activité des masters kinésithérapeutes à 1,7 ou 1,8 équivalent temps plein, qui sous-estime potentiellement des situations de salariat, ce qui dans certaines situations peut avoir des problèmes de classement dans certains bassins de vie. Donc ça, il faut pouvoir le réviser plus régulièrement que ce que nous faisons. Madame Lachaise, à Vichy. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis salariée depuis 28 ans dans le secteur médico-social, dans un CESAL. Et j'accompagne des enfants souffrant de handicap moteur de 0 à 20 ans. Je gagne 2 400 € net en fin de carrière. Pourquoi le gouvernement nous a exclus du Ségur? Alors, ce n'est pas une exclusion du Ségur, c'est un accord qui a été fait dans le cadre de la fonction publique hospitalière qui portait sur le secteur sanitaire. Il y avait une clause de revoyure avec une mission que j'ai confiée à Michel Laforcade, qui est un fin connaisseur et qui travaille très bien avec les organisations représentatives de toutes les professions concernées. D'ores et déjà, et à compter du 1er juin, il y a eu un nouvel accord avec les syndicats qui fait qu'à compter du 1er juin 2021, les masseurs kinésithérapeutes, mais l'ensemble des soignants qui travaillent dans des ESMS affectés à la fonction publique hospitalière et qui n'avaient pas bénéficié du Ségur percevront les 183 € net de plus par mois. Et pour ce qu'on appelle les établissements autonomes, et il y en a quelques-uns, un certain nombre dans le domaine médico-social, la négociation avec la mission Laforcade se poursuit de manière à élargir progressivement le périmètre. Donc c'est plutôt une question de délai qu'une question d'oubli. On a voulu évidemment oublier personne. Il faut voir qu'il y a eu 8,8 milliards d'euros par an d'augmentation de salaire, ce qui n'est jamais arrivé dans aucun secteur de toute l'histoire de notre pays. Et donc, il y a des ajustements qui se font. Et progressivement, on inclut davantage d'acteurs du soin. Mais personne n'est et personne ne sera oublié. Une autre question, monsieur le ministre. Monsieur Boudot à Saint-Loup-sur-Semouse. On peut constater une valorisation de l'accès direct dans certains pays anglo-saxons ou Canada avec une réelle plus-value en termes d'efficacité, intérêt du patient. Êtes-vous favorable à cette idée? Et si oui, quelles sont les voies de mise en place que vous comptez exploiter et faire avancer
et sous quel délai? Très concrètement, j'ai parlé de cette mission que j'ai demandée pour évaluer l'implication, les conséquences positives évidemment pour les malades, pour les kinés, la simplification dans leur exercice et en même temps l'impact financier d'une telle mesure. Moi, je suis très ouvert, je le redis une troisième fois ce soir, je suis très ouvert à la question, ce qui ne veut pas dire que c'est tranché, et je ne décide pas seul, en l'occurrence, sur ce genre de sujet majeur. J'ai besoin d'être éclairé sur les conséquences que cela pourrait avoir, mais je note que depuis des années, et je dis ça, j'étais rapporteur général du budget de la sécurité sociale au Parlement plusieurs années, chaque fois que la question venait, on disait non. Et là, j'ai dit, mais attendez, ça fait des années qu'on dit non, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on dit non. Et peut-être qu'on va dire oui. Donc on va regarder cela. Moi, j'ai aucun problème conceptuel. Je crois qu'il y a beaucoup de files d'attente chez les kinés. Il y a, alors, selon la répartition démographique, pour être tout à fait franc, des endroits où il y a une concentration de kinés plus importante, on n'a pas nécessairement des longues files d'attente. Mais sur l'immense majorité du territoire, le problème, il est plutôt les files d'attente pour les kinésithérapeutes. Donc tout ce qui permettrait de simplifier, de fluidifier, d'accélérer, me semble de nature à améliorer la qualité des soins pour les malades. Le deuxième niveau de réflexion, c'est que je pense que les kinés sont tout à fait compétents pour décider, comme des grands, pardon pour l'expression, du mode de rééducation qu'ils vont démarrer et de combien de séances ça va représenter pour leurs patients, sans avoir forcément besoin du passage chez un médecin. Mais encore une fois, tout cela se travaille, se coordonne aussi avec, pour le coup, les médecins, qui sont traditionnellement les prescripteurs, parce qu'il faut dans ce cas-là maintenir quand même les patients dans un parcours de soins. Donc c'est tout cela que j'ai demandé à la mission de regarder. On aura la réponse dans moins de 6 mois. On attend avec grand plaisir. Une question, Monsieur le Ministre, à laquelle vous avez répondu, mais Monsieur a fait l'effort de la poser, donc je le cite néanmoins. Monsieur Billet à Saint-Genis-Laval, qui vous posait la question de savoir pourquoi les kinés, qui sont des professionnels de santé, avaient-ils été oubliés dans l'effort national de la vaccination? Donc, ils n'étaient pas oubliés. Moi, j'avais demandé à la Haute Autorité de Santé d'autoriser la vaccination par les masseurs kinés. Votre profession ne faisait pas partie des professions retenues, et donc j'ai d'autorité, mais en concertation avec la présidente de la Haute Autorité de Santé, et je l'ai évidemment appelée, elle garde toute ma confiance parce que la l'AHS fait un gros travail par ailleurs. Bref, j'ai signé le décret qui le permet depuis une semaine. Madame Goubin à Reims vous interroge sur l'activité du kiné dans la prise en charge des patients atteints de Covid-19, parfois peu sollicités, alors qu'indispensables dans certaines rééducations. Bien sûr. Indispensable à la phase aiguë, avec des troubles respiratoires, c'est absolument indispensable, qu'on soit en réa ou en service de médecine d'ailleurs, en SSR derrière, c'est indispensable. Et puis il y a tout l'accompagnement des patients qui conservent des séquelles. Je le redis, c'est un pourcentage non négligeable, souvent des patients qui sont jeunes, qui n'ont pas nécessairement eu de forme grave à proprement parler, et qui conservent des séquelles au-delà de plusieurs semaines, voire au-delà de plusieurs mois. Certains ont des séquelles à type d'anosmie ou d'agueusie. D'autres conservent une fatigabilité à l'effort très importante, avec une vraie dysautonomie chez certains. J'ai vu des patients, des jeunes marathoniens qui tapent à 115 pulses minutes au repos, sans rien faire, avec des épreuves fonctionnelles respiratoires qui sont normales, avec un scanner thoracique qui est normal, avec des examens cardiaques qui sont normaux, si ce n'est cette dysautonomie. Et ça, il faut une rééducation très spécifique. Et d'ailleurs, mon enjeu, l'enjeu pour les Français, c'est d'arriver à identifier suffisamment de masseurs kinésithérapeutes pour avoir une prise en charge de réadaptation à l'effort optimale pour des gens jeunes et qui veulent vraiment retrouver leur vie d'avant. Le taux de retour à l'emploi des gens qui conservent des séquelles n'est pas bon, on ne peut pas accepter une telle situation. Donc on doit mettre vraiment le paquet pour organiser les filières de soins et faire en sorte que ces patients-là soient peut-être encore priorisés dans l'initiation de la rééducation spécialisée. Monsieur Pignon, à Saint-Genis-Laval, encore, vous interroge sur les pratiques avancées. Bonjour, Monsieur Véran. La montée en autonomie des kinés hospitaliers vers des pratiques avancées ou déléguées fait-elle partie de votre stratégie pour améliorer l'attractivité de ce secteur sinistré? Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, par anticipation, on est en plein dedans. Prescrire de l'imagerie, prescrire des médicaments, avoir un renouvellement en autonomie, en attendant peut-être davantage, l'exercice coordonné, regroupé, pluriprofessionnel. On est là vraiment dans quelque chose qui relève des pratiques avancées. Je ne sais pas si c'est une allusion faite aux IPA, qui sont des infirmiers à pratiques avancées. On est peut-être dans des modalités qui sont différentes, parce qu'on se destine vraiment à des infirmiers. Mais je ne serais pas choqué que des kinés qui souhaiteraient organiser leur activité
pour devenir un équivalent IPA puisse le faire via des passerelles de la VAE. Enfin, on peut tout penser. Je suis vraiment, par principe, partez du principe que je ne suis jamais bloqué et que je ne supporte pas les organisations rigides. Parce que notre pays a pris un retard de malade, pardon pour l'expression, parce que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on ergotait sur la sémantique de l'organisation pluriprofessionnelle, à savoir si ce serait un transfert de compétences, une délégation de tâches, des pratiques avancées ou de l'exercice coordonné. Enfin, pendant ce temps-là, autour de nous, ça a bougé. Exactement. Non mais, ouais. Et je note que la France, alors je dis ça à des kinés, vous êtes l'une des rares exceptions, mais la France est l'un des seuls pays qui n'est pas doté de profession entre le bac plus 3 et le bac plus 12. Il faut que ça évolue, on a besoin de tout cela. On vit une situation de tension médicale, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites par les uns qui pourraient être faites aussi par les autres. Il ne s'agit pas d'enlever l'activité de l'un pour le donner à l'autre. Et la grosse erreur des pouvoirs publics pendant des années, ça a été de procéder acte par acte. On enlevait la vaccination à un tel pour permettre à un tel de le faire. Souvent, c'était des actes courts, plutôt lucratifs, et donc ça crée des frustrations. On ne s'en sortait pas. Moi, en 2010, je ne suis pas si vieux, mais en 2010, j'ai participé côté syndical, cette fois, aux États généraux de l'Organisation de la Santé. Et quand on disait on va faire des soins coordonnés, tout le monde était d'accord. Puis quand on disait qui c'est qui va coordonner les soins, il n'y avait plus personne qui était d'accord. Parce que tout le monde disait c'est moi je suis infirmière libérale, je vais au domicile, moi je suis pharmacien, je suis partout et j'ai du temps à consacrer aux gens, moi je suis médecin, je suis le pivot du parcours de soins. Et tout le monde s'est fracturé sur ces questions-là. Aujourd'hui, on avance simplement. Vous êtes capable de faire ça, vous avez une appétence pour le faire. On est dans un cadre coordonné qui sécurise, vous vous organisez et vous y allez. Mais le terrain est prêt, si je peux me Mais permettre je suis de sûr que le rajouter. terrain est prêt. Le terrain est prêt et le terrain est prêt depuis des années. Mais et ces immobilismes ne viennent pas du terrain, donc je crois qu'on est tous mûrs maintenant. Vous avez raison. On l'a vu pendant la crise Covid. Enfin, Bien les sûr. organisations qui se sont mises en place en ville et à l'hôpital pendant la crise Covid, la capacité des uns et des autres à bosser ensemble et à soulever des montagnes sûr. montre bien que la confiance au terrain, c'est un pari gagnant. Oui, ça je suis convaincue également. Madame Lelon, à Paris, vous interroge sur la place des kinésithérapeutes dans la nouvelle stratégie nationale sur l'endométriose. Ah, ça c'est une question à laquelle je suis très attaché. La lutte contre l'endométriose, on estime comme ça que ça peut être 10% des femmes. C'est une maladie qui est très mal connue, qui est mal enseignée, qui est mal prévenue, qui est sans doute pas suffisamment bien traitée et pas assez accompagnée. Et donc j'ai annoncé un grand plan national, j'ai confié à une parlementaire européenne qui est aussi gynécologue dans le civil et spécialiste de cette question, le soin de mener une mission en concertation avec 5 groupes de travail. Flash, elle doit me rendre ses conclusions d'ici à la fin du mois de juin, pour pouvoir faire des annonces assez fortes pour accompagner ces femmes qui parfois pendant des années entendent qu'avoir mal pendant les règles c'est normal et que c'est pas grave, et qui en fait au décours d'un bilan d'infertilité des années plus tard se rendent compte qu'elles souffrent d'une endométriose. Et la place du kiné elle est importante, puisque dès lors qu'on va parler de bien-être, d'accompagnement, de prise en charge pluriprofessionnelle, on a besoin du kiné. Donc moi j'invite vraiment les kinés à s'intéresser de près à cette mission. Il y aura des restitutions du rapport qui auront lieu prochainement. Il faut absolument que les kinés soient représentés. Ça c'est fondamental. Monsieur Catala, à Marmande, vous interroge sur les revalorisations des grilles. Pourquoi les kinésithérapeutes contractuels dans la fonction publique ne sont pas concernés par les futures augmentations de salaire? On a beaucoup discuté de ce point-là avec les syndicats. Je résume pour ceux qui ne seraient pas au fait de cela. Si vous êtes titulaire dans la fonction publique, vous avez les revalorisations du Ségur, notamment sur les grilles salariales. Si vous êtes contractuel, vous n'avez pas la revalorisation des grilles salariales. Pourquoi? Parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des titulaires dans la fonction publique hospitalière. Et que nous ne voulons pas créer de situations de précarisation des professionnels de santé dans les établissements de santé. Et donc nous accompagnons aussi la Fédération hospitalière de France, la FHF s'est engagée à faire vraiment ce travail pour qu'il n'y ait plus des petits contrats d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois qui soient prolongés ad vitam aeternam, mais qu'on engage les gens dans la durée. Et je vais vous dire une chose, vu le nombre de postes qui sont vacants en kinésithérapeute à l'hôpital public, si un hôpital a la chance de trouver, en tout cas avant le Ségur, parce que maintenant c'est quand même beaucoup plus attractif, mais avant le Ségur, un hôpital qui a la chance de tomber sur un kiné qui est motivé et qui veut bosser en équipe à l'hôpital, il doit le garder tout de suite. Et donc ça n'a pas de sens de contractualiser quelqu'un qui peut être titulaire dans la durée. Moi j'ai toujours bossé avec des kinés en euros, enfin voilà, c'est mon biais, j'ai toujours bossé avec des kinés
qui savent parfaitement examiner des troubles du mouvement, qui savent identifier un trouble psychogène chez quelqu'un pour qui on peut avoir un doute, qui accompagnent les patients. Enfin, j'ai toujours travaillé en équipe. Sans les kinés, on ne sait pas faire à l'hôpital. C'est vrai. Donc, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Voilà, mais je crois que ça va s'améliorer, je suis C'est convaincue. une expression de Diderot, on a le droit. Alors, une question de Madame Leclerc. Prévoyez-vous de valoriser la profession de masseur-kiné dans l'année à venir, du fait de notre implication auprès des patients atteints de la Covid-19, dès sa phase initiale en réanimation, ainsi que dans ses suites, où kinésithérapeutes auront à charge des patients aux séquelles plus ou moins lourdes? Alors, j'ai déjà répondu pour l'hôpital, c'est le Ségur, c'est du factuel, c'est pas dans l'année à venir, c'est déjà le cas. Et sur la ville, j'ai annoncé sur les négociations conventionnelles notamment, mais aussi tout ce qui simplifie l'exercice du kiné en ville au quotidien. Sur la question particulière, mais je réfléchis tout haut, mais sur la question particulière des prises en charge des Covid longs, il faut regarder si il faut identifier un acte ou quelque chose. Ouais. Donc ça, je suis tout à fait ouvert, on peut en discuter. Oui, ça ne marche pas pour le moment. Ouais. Et malheureusement, il n'y a pas assez d'orientation, comme vous le disiez tout à l'heure. Hein. C'est un vrai frein, je pense, à la prise en charge. Mais c'est assez nouveau, hein, assez nouveau. Oui. Il y a une bonne recommandation de la Haute Autorité de Santé qui est vraiment très intéressante, mais dans les faits, elle n'est pas appliquée, m'a-t-on dit, sur le terrain. C'est la remontée que j'ai eue moi-même. Je vais dans des sites où je m'intéresse au Covid long, où c'est appliqué, mais je pense que c'est pas encore uniforme. Quand je dis c'est assez nouveau, c'est que on parle de séquelles qui durent pendant des mois, donc ça fait que quelques mois qu'on sait que ces séquelles-là sont amenées à durer et qu'on structure ces filières. Toutes les recommandations existent, vous l'avez dit, par les autorités scientifiques. Il faut voir si on met un élément d'attractivité financière pour la prise en charge en ville. Je suis encore une fois ouvert. Une question de Monsieur Godel. Les kinés sont autorisés à vacciner depuis le 11 mai. Quelles en sont les modalités, Monsieur le Ministre? Eh bien, un kiné pourra aller postuler pour vacciner en centre de vaccination et il sera payé en fonction du temps de présence qu'il réalise en centre. Il faut que le kiné soit formé pour faire une injection intramusculaire. Nous avons formé les pompiers, nous allons former des secouristes, nous formons des soignants qui jusqu'ici ne faisaient pas d'injection intramusculaire. Moi-même, je me suis prêté à l'exercice la semaine dernière parce que j'ai vacciné en centre. Ça faisait un moment que je n'avais pas piqué un deltoïde. Donc voilà, ça a pris, honnêtement, ça va très vite. Les règles de base d'asepsie et un geste d'injection, donc ça va se faire très bien. Et bienvenue au club parce qu'on a besoin de vous. On sera présent. Ça, je m'y engage à relayer cette forte demande parce que c'est un réel besoin d'aller relayer aussi ceux qui sont, depuis le début de la crise, en première ligne et qui s'épuisent à force. Madame Valence vous demande, Monsieur le Ministre, comment voyez-vous l'implication des MK dans la prévention, parents pauvres, de nos politiques de santé? Ah ça, on dit toujours que la prévention est le parent pauvre des politiques de santé. C'est que ça doit être vrai, mais on progresse. Le service sanitaire en santé a été une belle innovation de ce mandat. On consacre des budgets de plus en plus importants à la prévention dans le champ de la santé. La prévention, c'est un mot qui est très large au fond, parce que la première des préventions, c'est limiter les expositions à des risques, c'est-à-dire limiter le risque d'alcoolisation chronique, de tabac, l'exposition au soleil, mais il y a toute la prévention secondaire pour des gens qui sont atteints de maladies chroniques, et là, on a un rôle primordial des kinés, pour des gens qui souffrent de pathologies chroniques, pour l'exercice physique, pour lutter contre le surpoids, pour réduire les conséquences physiques du diabète ou de l'hypertension. Moi, je crois beaucoup au sport et à la santé aussi, le bien-être. J'avais annoncé un Ségur de la santé publique l'année dernière, mais la deuxième puis la troisième vague nous ont empêché de le faire dans les délais que j'espérais. Mais j'annoncerai bientôt quand même des éléments importants, une grande réflexion autour de la santé publique, mais justement beaucoup plus axée sur la question du bien-être, incluant tout un volet sportif, alimentation, environnement. Et donc, ce côté réadaptation physique, accompagnement de l'activité physique, sera aux premières loges. Est-ce que je peux me permettre de Bien rajouter sûr. quelque chose? C'est que dans la mesure où nous voyons nos patients de façon récurrente, 2, 3, 4 fois par semaine parfois, on est tout à fait apte à délivrer des messages de santé publique. On parle du tabagisme, on permet aussi de faire passer tous les messages que nous devons tous relayer collectivement. Et c'est vers cela aussi que les kinésithérapeutes doivent s'engager dans la prévention. C'est par les messages qu'ils délivrent au quotidien à nos patients finalement. Et pour abonder dans votre sens, c'est autorisé, ou je ne sais pas si c'est déjà le cas ou pas, je regarde mon cabinet, mais la prescription de substituts nicotiniques par les masseurs kinésithérapeutes. Absolument, absolument. C'est Oui, le cas, c'est oui, rentré, c'est déjà le cas. en pratique. Oui, Voilà. c'est le cas. Voilà. Donc bien sûr qu'il faut y aller. Oui.
Et pour finir, une question de monsieur. Je précise qu'il s'agit de son pseudo. Pourquoi les étudiants kinés ne peuvent pas vacciner tandis que les sapeurs-pompiers ou les secouristes le peuvent? Ouh, la question traître à la fin. Alors, pour moi, les étudiants en santé pouvaient vacciner. Sébastien? Je prends un joker, j'ai le droit, en 3/4 d'heure. C'est ceux du prochain décret. C'est ceux du prochain décret. Ah, Donc il y a un voilà. décret à venir encore, c'est ça? Donc les étudiants en kiné devraient pouvoir vacciner. Bon, parce que si ce n'est pas le cas, ce serait un problème. Encore une Effectivement. annonce, alors c'est très bien. Voilà. Encore une Bah, annonce. c'est une pré-annonce. Moi, j'aime bien annoncer les choses quand elles sont signées. Oui, Mais ça va c'est arriver. vrai. Alors, Madame la Présidente, à vous la parole pour la conclusion de cet événement. Eh bien, écoutez, encore une fois, merci, Monsieur le Ministre, parce que on a pu débattre sans aucun tabou de tous les sujets qui préoccupent la profession, même si avant, dès lors on parlait de tarifs, dès lors qu'on parlait de tout ce que nous avons abordé, on avait tout de suite une levée de bouclier et vous n'avez évacué aucune question. Vous avez répondu, je crois, dans le sens que peuvent entendre les professionnels avec la responsabilité qui est la leur. Et moi, ce que je souhaite dire, c'est que vous aurez toujours l'appui de l'ordre, parce que nous sommes là pour la santé des patients. Nous ne sommes pas là pour être corporatistes. Et moi, mon vœu, et ce vers quoi j'appelle mes confrères et mes consoeurs, c'est de se saisir des actes pour lesquels on a véritablement besoin de kinésithérapeutes. Je ne veux plus avoir des appels de patients qui ont eu un AVC et qui ne trouvent pas de kiné. Je veux vraiment que nous soyons présents sur tous ces grands enjeux, le maintien de la personne âgée à domicile, la lutte contre la dépendance. Tout cela, il faut que nous soyons au rendez-vous. Vous nous avez ouvert des perspectives. Et moi, je suis très confiante et je suis vraiment ravie, encore une fois, de notre collaboration. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. C'était un plaisir. Vraiment un plaisir renouvelé. C'est une charge importante que d'être ministre de la Santé, surtout dans la période. Mais on partage les uns les autres une forme de passion pour la santé, pour notre système de santé. Donc quand on a la chance d'occuper le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est aussi pour bouger les lignes dans la direction qu'on croit bonne. Des fois on se plante, ça peut arriver, et vous êtes là pour nous le dire. Puis des fois on fait des choses qui vont dans le bon sens, et vous êtes là aussi pour nous le dire. Ce qui veut dire qu'on arrive à travailler ensemble. Absolument. Merci et en beaucoup. confiance. Merci à vous. Bonne Monsieur soirée le à Ministre. tous. Merci.